Je m'appelle Camille, une femme de 32 ans qui a passé la dernière décennie à bâtir une carrière respectable à la force de ses mains, pour être finalement rayée de la carte par ma propre famille au nom d'une ascension sociale hypocrite. Tout s'est effondré quand mon frère m'a supplié. S'il te plaît, ne viens pas à mon mariage. Pourquoi ? Ai-je demandé, les yeux fixés sur le carton d'invitation luxueux que je serrais entre mes mains. Il a esquissé un sourire méprisant, son regard balayant mon uniforme de travail avant de cracher les mots qui ont brisé mon âme. Je ne veux pas que les gens sachent que tu n'es qu'une femme de ménage. Avant même que je puisse réaliser la cruauté de ses propos, ma mère s'est avancée, la voix plus froide que la glace. Nous avons déjà réglé le problème, Camille. Nous avons dit à sa belle famille que tu étais morte dans un tragique accident de voiture il y a 10 ans. C'est mieux ainsi. Ne nous recontactez plus jamais. Ils voulaient me voir morte aux yeux du monde, un secret honteux enterré sous leurs grandes illusions de haute société. J'ai quitté leur maison cette nuit-là en larmes, la piqûre agonisante de leur trahison brûlant au plus profond de ma poitrine. Mais ils ont totalement sous-estimé le poids de la vérité. Le jour du grand mariage, alors que j'étais assise seule dans mon appartement calme, mon téléphone n'a cessé de sonner. C'était un barrage incessant de 94 appels manqués de mon frère, de ma mère et de membres de ma famille. Leur arrogance passée avait été totalement remplacée par une panique absolue et pure. Ils sanglotaient, me suppliant de venir les sauver du cauchemar catastrophique qui venait de se dérouler devant l'autel. Ils n'avaient aucune idée que la femme qu'ils avaient enterrée vivante détenait les clés de tout leur avenir. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous cette vidéo ? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pour comprendre comment une mère et un frère peuvent regarder leur propre chair et leur sang dans les yeux et la déclarer morte aux yeux du monde, vous devez comprendre l'environnement toxique auquel j'ai échappé. Depuis plus de 10 ans, je travaille à la Tour Vence, un gratte-ciel commercial de luxe de 90 étages au cœur du quartier d'affaires de la Défense à Paris. Je ne suis pas seulement une agente d'entretien. Je suis la directrice des installations et des opérations de nettoyage, commandant une équipe dévouée de 25 membres. Mes journées commencent à 5 heures du matin, m'assurant que les vastes salles de conférence des cadres, les façades vitrées immaculées et les bureaux high-tech sont irréprochables. Je suis immensément fière de mon travail. Mon équipe me respecte parce que je ne leur demande jamais de faire quelque chose que je ne ferai pas moi-même, et les murs de mon bureau sont ornés de 3 certificats de service exemplaires consécutifs décernés par la direction du bâtiment. Pour moi, maintenir un espace de travail impeccable est une profession honorable et vitale qui assure le bon fonctionnement de l'économie. Mais pour ma mère, Marguerite, et mon frère cadet, Thomas, mon travail honnête était une tâche embarrassante sur leur tentative désespérée de projeter une image de vieille noblesse. Ma mère était obsédée par le statut social depuis le décès de mon père, qui avait laissé derrière lui une entreprise manufacturière familiale en difficulté. Au lieu de travailler dur pour la reconstruire, elle a consacré toute son énergie et le reste de nos économies à préparer Thomas à épouser la richesse, tout en ignorant totalement mes contributions financières qui payaient réellement notre loyer. Le cauchemar a vraiment commencé par une soirée d'automne frisquette lorsque je me suis rendue dans la maison de banlieue de ma mère. J'avais reçu un bref coup de fil d'elle la veille annonçant les fiançailles de Thomas. Malgré notre relation étrange, je voulais sincèrement célébrer le bonheur de mon frère. En arrivant sur le perron, la porte d'entrée était entr'ouverte et les voix animées de ma famille s'échappaient dans l'air froid. Ils discutaient des préparatifs du mariage, plus précisément de la liste des invités pour la prestigieuse famille Vence. Thomas avait réussi à charmer Sophia Vence, la plus jeune fille de Victor Vence, le milliardaire de l'immobilier qui possédait la moitié des tours du quartier, y compris celle où je travaillais. Je suis entrée dans le salon chaleureux, offrant un sourire sincère et un salut joyeux, pour être accueillie par une tension suffocante immédiate. La table basse était recouverte de plans de table en soie luxueuse et de menus de traiteur haut de gamme. Thomas s'est immédiatement levé, le visage rouge d'irritation, exigeant de savoir pourquoi je n'avais pas prévenu avant. Lorsque je l'ai félicité chaleureusement et que j'ai mentionné que je n'avais pas encore reçu mon invitation formelle, la pièce est tombée dans un silence de mort et terrifiant. Ma mère et mon frère ont échangé un long regard coupable avant que ma mère ne s'éclaircisse la gorge, ajuste ses perles de créateur et m'informe calmement que ma profession constituait un obstacle majeur.
Elle m'a dit que la famille Vance appartenait à un cercle élitiste traditionnel aux attentes strictes et qu'avoir une fille qui nettoyait les sols ruinerait complètement les chances de réussite de Thomas. Quand j'ai défendu le fait que j'étais une directrice des opérations respectée, Thomas a ri au nez, portant le coup de grâce. Il a froidement déclaré qu'ils avaient déjà finalisé le récit pour la famille Vance. J'étais morte, tuée dans un accident de voiture atroce sur l'autoroute A1 il y a une décennie, et ma présence au mariage détruirait tout. La cruauté calculée de leurs mots m'a paralysée. Je suis restée là, regardant les deux personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, réalisant qu'elles avaient volontairement échangé mon existence contre l'approbation d'un milliardaire. Je suis sortie de cette maison sous une pluie glaciale, mes larmes m'aveuglant alors que je reprenais la route vers la ville, le poids lourd de leur rejet absolu écrasant mon âme. Les jours suivant cette rencontre horrible furent un flou de tourments psychologiques profonds. À chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix sans émotion de ma mère me déclarant morte, et le sourire arrogant de mon frère alors qu'il protégeait son ego fragile. Je me suis jetée entièrement dans mon travail, utilisant les exigences physiques de la gestion de la tour Vance pour engourdir la douleur agonisante dans ma poitrine. J'ai fait briller le verre jusqu'à ce que mes bras me fassent mal et j'ai organisé les inventaires jusqu'à minuit, essayant désespérément de me convaincre que ma valeur venait de mon caractère, et non de leur validation tordue. Mais ma famille n'avait pas fini d'utiliser son narcissisme contre moi. 3 jours avant le mariage prévu, la sonnerie aiguë de l'interphone de mon appartement a brisé le silence de mon dimanche après-midi. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est instantanément noué en une boule d'anxiété. C'était Marguerite et Thomas, vêtus de tenues de créateurs sur mesure, debout sur le paillasson de mon appartement modeste mais impeccablement propre. Au moment où j'ai ouvert la porte, Thomas n'a même pas pris la peine de me saluer. Il m'a simplement poussé pour entrer dans mon salon, scannant mon espace avec une expression de pure condescendance. Ma mère l'a suivi, ses yeux se posant immédiatement sur les certificats d'excellence encadrés suspendus fièrement sur mon mur, sa bouche se tordant en un ricanement subtil de désapprobation. Ils n'étaient pas venus pour présenter des excuses ou pour guérir la fracture massive qu'ils avaient créée. Ils étaient là pour faire respecter leurs frontières cruelles. Thomas s'est tourné vers moi, croisant les bras sur son coûteux pull en cachemire, et a exigé la promesse contraignante que je resterais complètement cachée durant le week-end à venir. Il a expliqué que le père de Sophia, Victor Vance, était un homme notoirement méticuleux qui valorisait l'histoire familiale traditionnelle, et que si l'un de ses associés de la haute société me voyait dans le centre de Paris durant les festivités du mariage, toute la façade s'effondrerait. Quand j'ai regardé mon frère, me souvenant de la façon dont j'avais sacrifié mes propres économies d'études il y a des années pour rembourser ses dettes de carte de crédit imprudentes lorsqu'il était en difficulté, l'injustice pure de la situation a fait bouillir mon sang. Je lui ai demandé directement s'il ne ressentait vraiment aucune honte à effacer sa propre sœur juste pour garantir un héritage de plusieurs millions d'euros par le mariage. Thomas a simplement ri, un son défensif sinistre, et m'a dit que ma perspective simple de classe inférieure ne pouvait pas comprendre les enjeux du réseautage de la haute société. Ma mère est intervenue, son ton dégoulinant d'une déception artificielle, me prévenant que mon orgueil égoïste et mon besoin d'attention menaçaient de ruiner le salut financier ultime de la famille. Elle m'a dit que si j'aimais vraiment mon frère, je jouerais volontiers le rôle de la sœur décédée pendant juste 2 petites semaines. C'est à ce moment précis que quelque chose d'essentiel s'est brisé en moi. La tristesse paralysante qui m'avait consumée pendant des jours s'est soudainement cristallisée en un bouclier froid et incassable de dignité absolue. J'ai regardé les étrangers debout dans mon salon, refusant de verser une seule larme en leur présence. J'ai calmement pointé la porte d'entrée et leur ai dit de partir, leur signifiant que leur monde fragile et pathétique bâti sur des mensonges finirait par les rattraper. Ils sont sortis, lançant des menaces sur le fait de me couper financièrement et émotionnellement pour toujours, ignorant totalement que leur château de cartes désespéré prenait déjà le vent. Le matin après la confrontation dans mon appartement, l'univers a lancé un énorme pavé dans la mare de la tour Vance. C'était un mardi et à précisément 6 heures du matin, une canalisation d'eau massive a éclaté au 40e étage, étage restreint qui abritait les salles de conseil principales de la corporation Vance. Ce n'était pas juste une petite fuite. C'était une crise opérationnelle absolue. Des tables de conférences en acajou antique, des œuvres d'art moderne rares et des serveurs électroniques sensibles d'une valeur de plusieurs millions d'euros étaient complètement menacés par l'eau en cascade.
juste 48 heures avant un sommet d'investissement international crucial. Alors que les cadres de l'entreprise paniquaient dans leurs costumes sur mesure, je suis immédiatement passé à l'action. J'ai mobilisé toute mon équipe de nettoyage d'urgence, enfilant mon uniforme utilitaire standard, mes bottes de sécurité et attrapant des aspirateurs extracteurs d'eau industrielle. Pendant 4 heures épuisantes, j'ai mené la charge sur l'étage exécutif inondé. J'étais à genoux, dirigeant mon personnel avec une précision militaire, détournant avec succès l'eau, séchant les planchers en bois inestimables et utilisant des techniques de restauration spécialisées pour garantir qu'aucune pièce de la propriété de l'entreprise ne soit endommagée de façon permanente. À 10 heures, la salle de conférence était complètement immaculée, sentant l'agrume frais et le bois poli, sans aucune trace de l'inondation chaotique restante. Alors que je nettoyais la dernière cloison vitrée, mes cheveux légèrement ébouriffés et mon uniforme humide à cause du travail physique intense, une voix grave et autoritaire a résonné depuis l'entrée de la salle de conférence. Je me suis retourné pour trouver Victor Vance lui-même debout là. Le magnate milliardaire de l'immobilier ressemblait exactement à ce qu'il était dans les magazines financiers, impeccablement taillé avec des yeux gris perçants et une aura d'autorité absolue. À côté de lui se tenait son fils, Richard, qui était le futur beau-frère de Thomas, l'air profondément impressionné par la restauration rapide de la pièce. Victor s'est dirigé directement vers moi, ignorant complètement les gestionnaires de bâtiments de haut niveau qui essayaient désespérément de s'attribuer le mérite du nettoyage. Il a regardé mon badge, sur lequel était écrit Camille Langford, directrice des opérations, et un regard de respect profond a traversé son visage. Il a tendu la main, complètement imperturbable par le fait que mes doigts étaient légèrement humides à cause du nettoyage, et m'a remercié d'avoir sauvé son étage exécutif d'une perte financière catastrophique. Victor Vance a ensuite fait quelque chose qui a complètement choqué son entourage. Il a demandé à ses assistants de quitter la pièce pour qu'il puisse parler personnellement avec moi. Il s'est assis sur le bord de la table de conférence et a partagé qu'il appréciait profondément les leaders travailleurs parce qu'il y a 3 générations, son propre grand-père avait commencé comme ouvrier manuel dans une usine de Détroit. Il a souligné que dans la famille Vance, le travail honnête et l'intégrité absolue étaient tenus en plus haute estime que n'importe quel titre aristocratique vide. Puis Victor a brusquement changé de sujet, mentionnant que son fils Richard se mariait ce week-end même avec une jeune femme dont la famille partageait mon nom de famille exact, Langford. Il m'a regardé avec une curiosité sincère, me demandant si j'étais peut-être lié à eux. Mon cœur a instantanément bondi dans ma gorge, une vague de panique suffocante m'envahissant. Je me tenais devant le magnate le plus puissant de Paris, sachant que ma mère et mon frère m'avaient déclarée morte à sa famille. Victor a secoué la tête tristement, continuant à expliquer que Thomas leur avait dit que sa sœur aînée était tragiquement décédée dans un accident de voiture sur l'autoroute A1 il y a 10 ans, laissant leur mère complètement dévastée. Il a exprimé une profonde sympathie, déclarant à quel point il souhaitait que cette sœur soit encore en vie pour assister à l'union car l'héritage familial signifiait tout pour lui. J'ai senti une vague massive de nausées me frapper. L'ironie pure de la situation était étourdissante. Ici, le magnate milliardaire exprimait un profond respect pour ma profession honnête, complètement inconscient que ma propre famille m'avait enterrée vivante par peur qu'il les méprise. J'ai fait face à un conflit interne massif. Une partie de moi voulait crier la vérité sur place, mais mes limites professionnelles et le choc pur du moment ont gardé mes lèvres scellées. J'ai simplement offert un signe de tête poli et serré, déclarant que Langford était un nom courant, et je me suis rapidement excusé pour retourner à mes fonctions. Mais en m'éloignant, j'ai remarqué que les yeux gris perçants de Victor se rétrécissaient légèrement, son regard intense s'attardant sur mon visage, comme si son esprit d'entreprise brillant venait de détecter une anomalie massive et inexplicable. Le samedi du grand mariage est arrivé, enveloppé dans un lourd brouillard parisien qui reflétait parfaitement le silence sombre de mon appartement. J'avais pris une rare journée de congé obligatoire à la Tour Vance, choisissant de passer la matinée dans un isolement complet. J'ai préparé une tasse de café noir fort, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé par la fenêtre les eaux grises de la Seine. À ce moment précis, à travers la ville à l'ultra-luxueux hôtel Le Bristol, mon frère se tenait probablement devant l'hôtel dans un smoking sur mesure, se préparant à échanger ses vœux avec la fille d'un milliardaire, tandis que ma mère se prélassait dans la gloire réfléchie de la haute société. Ils célébraient leur plus grand triomphe,
construit entièrement sur la tombe fictive qu'ils avaient creusée pour moi. J'ai ressenti un profond sentiment de paix mélangé à une douleur persistante. J'étais fière de mon appartement propre, de ma carrière honnête et de ma dignité inébranlable. Pourtant, la piqûre d'avoir été rejetée par ma propre chair et mon propre sang était une blessure que le temps mettrait longtemps à guérir. À 11 heures précises du matin, l'heure précise où la cérémonie de mariage formelle devait commencer, le silence de mon appartement a été brisé. Mon téléphone mobile, posé sur la table basse, a commencé à vibrer violemment. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, attendant une mise à jour opérationnelle routinière de mon superviseur de quart de week-end à la tour. Au lieu de cela, mes yeux se sont écarquillés sous le choc total. L'identifiant de l'appelant indiquait Thomas. J'ai choisi de l'ignorer, posant le téléphone face contre table, refusant de permettre à son énergie toxique de perturber la paix que j'avais durement gagnée. Mais le téléphone ne s'est pas arrêté. Au moment où le premier appel s'est déconnecté, il a immédiatement recommencé à sonner. Puis un message texte a clignoté sur l'écran de la part de ma mère, tapé en lettres capitales désespérées et frénétiques. Camille, décroche le téléphone maintenant. Nos vies sont complètement ruinées. S'il te plaît. En l'espace de 45 minutes, mon téléphone est devenu une arme absolue de perturbation incessante. Il a sonné continuellement, accumulant un nombre étonnant de 94 appels manqués. Il y avait 15 appels manqués de Thomas, 22 de ma mère, et le reste provenait de tantes, de cousins et même de numéros d'entreprises inconnus associés à l'entreprise Vance. Les messages vocaux ont commencé à s'empiler, remplis des sons de pleurs étouffés, de cris chaotiques en arrière-plan et de verres qui se brisent. Réalisant que quelque chose d'historiquement catastrophique s'était produit, ma main a tremblé légèrement alors que je glissais enfin sur l'écran pour répondre au 95e appel, qui venait directement de Thomas. Au moment où la ligne s'est connectée, je n'ai pas entendu la voix du grimpeur corporatif arrogant et snob qui avait ricané devant mon uniforme quelques jours plus tôt. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par le son d'un homme complètement brisé sanglotant hystériquement, ses respirations hyperventilantes rauques de terreur pure et non adultérée. Camille, s'il te plaît, tu dois venir à l'hôtel Le Bristol tout de suite. Je te supplie à genoux. S'il te plaît, sauve-moi. Renifle, il a crié à travers ses larmes, sa voix résonnant sur les murs de mon appartement calme. Je suis restée complètement calme, ma voix froide comme de la glace alors que je lui rappelais que selon ses propres instructions strictes, j'étais censée être une victime décédée d'un accident de voiture et que les fantômes ne pouvaient pas assister au mariage de la haute société. Thomas a poussé un gémissement pathétique et désespéré, expliquant que tout leur château de cartes venait de subir une implosion fatale et dévastatrice devant l'hôtel. Il a révélé que Victor Vance n'avait pas atteint une valeur nette de plusieurs milliards de dollars en étant un homme crédule. Suite à notre brève rencontre chargée d'émotions dans la salle de conseil exécutif quelques jours plus tôt, l'intuition légendaire de Victor avait été profondément déclenchée. Suspicieux de ma pâleur soudaine et de la ressemblance faciale frappante entre moi-même et les photographies de la mère de Thomas, Victor avait discrètement ordonné à son équipe de sécurité mondiale de procéder à une vérification approfondie des antécédents de la famille Langford avant de signer la fusion corporative massive de plusieurs millions d'euros et les accords de fiducie familiale liés au mariage. Le cabinet de sécurité avait facilement déterré la vérité en 24 heures. Camille Langford était bien vivante, possédait un casier judiciaire vierge et était actuellement employée comme directrice des opérations très respectée à l'intérieur même de la propre tour commerciale de Victor. Victor Vance avait réalisé que sa fille était sur le point d'épouser une famille de menteurs narcissiques profonds et pathologiques qui étaient prêts à effacer légalement et socialement leur propre fille travailleuse par pur classisme toxique. Le milliardaire avait marché jusqu'à la suite nuptiale une heure avant la cérémonie, confrontant ma mère et mon frère avec le dossier complet des antécédents, menaçant d'annuler tout le mariage, de retirer ses investissements corporatifs massifs et de mettre publiquement Thomas sur liste noire de tout le secteur des affaires nord-américains à moins que j'apparaisse immédiatement sur le lieu pour vérifier la situation. Ma famille, qui m'avait enterrée vivante pour protéger son statut social, avait maintenant besoin de mon souffle vivant pour les sauver de la ruine complète et irréversible. J'ai raccroché le téléphone, une clarté profonde et glacialement envahissant. Je me suis levée,
j'ai marché jusqu'au placard de ma chambre et j'ai sorti une élégante robe en soie bleu nuit que j'avais achetée à l'origine il y a des mois pour le mariage d'une collègue proche, mais que je n'avais jamais portée. J'ai coiffé mes cheveux en un chignon sophistiqué et impeccable, appliqué un maquillage minimal mais pointu, et je suis montée dans une voiture de service haut de gamme. Je ne me précipitais pas à l'hôtel Le Bristol pour sauver les ambitions corporatives pathétiques de mon frère, ou pour préserver les illusions désespérées de statut social de ma mère. Je conduisais là-bas pour réclamer mon nom, pour m'exhumer de la tombe fictive qu'ils avaient creusée pour moi, et pour délivrer une justice absolue et sans compromis. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant la façade majestueuse de l'hôtel Le Bristol, l'atmosphère à l'extérieur de la grande salle de bal était déjà épaisse d'un scandale palpable. Des invités riches en smoking de créateurs et robes extravagantes étaient regroupés en petits groupes frénétiques dans le hall en marbre, chuchotant furieusement les uns aux autres tandis que les agents de sécurité gardaient les doubles portes massives de la salle de bal principale fermées. Au moment où j'ai poussé les lourdes portes en chaîne et suis entré dans la grande salle de bal, toute la pièce est tombée dans un silence immédiat et a coupé le souffle. Le cadre était époustouflant d'opulence. Des lustres en cristal projetaient une lueur brillante sur des milliers d'orchidées blanches, et une sculpture de glace massive des armoiries des familles Vance et Langford fondait dans le coin. Au centre de la pièce, la fête de mariage était piégée dans une impasse agonisante. Sophia Vance se tenait dans sa robe de mariée en dentelle exquise, son visage complètement ruiné par les larmes, réconfortée par son frère aîné, Richard. Ma mère, Marguerite, avait l'air d'avoir été réduite en cendres, ses mains tremblant si violemment que ses bracelets en diamant s'entrechoquaient. Thomas était affalé contre un pilier floral, son smoking sur mesure défait, l'air complètement vaincu. De l'autre côté se tenait Victor Vance, ressemblant à un empereur absolu de l'industrie, entouré de son équipe juridique personnelle et du personnel de sécurité de l'entreprise. Au moment où ma mère m'a vu entrer, un éclair d'espoir désespéré et écœurant a traversé son visage pâle. Elle s'est précipitée frénétiquement vers moi, saisissant mon bras avec une poigne serrée et suffocante, chuchotant frénétiquement à mon oreille, me suppliant de jouer le jeu avec un nouveau mensonge. Elle voulait que je dise à Victor que j'avais été aliénée dans une institution psychiatrique ou une commune internationale pendant 10 ans. N'importe quoi pour expliquer pourquoi il pensait que j'étais morte, promettant que si je sauvais le mariage de Thomas maintenant, il me récompenserait avec des millions d'euros une fois le fonds fiduciaire sécurisé. J'ai regardé sa main en forme de griffe sur ma robe en soie, et avec une délibération absolument calme, j'ai retiré ses doigts de mon bras. Je suis passé juste devant elle, mes talons claquant nettement sur le sol en marbre poli jusqu'à ce que je me tienne directement devant Victor Vance et mon frère brisé. J'ai regardé Victor droit dans les yeux et j'ai parlé avec une voix qui résonnait clairement jusqu'au fond de la salle de bal silencieuse. Monsieur Vance, je suis Camille Langford. Je suis la femme que votre équipe de sécurité a trouvée, et je suis ici pour vous dire la vérité brute. J'ai sorti mon téléphone, déverrouillé l'écran et activé le haut-parleur, jouant un enregistrement audio cristallin du message vocal que ma mère avait laissé sur mon téléphone quelques jours auparavant lors de leur visite à l'appartement. La voix cruelle et arrogante de ma mère a résonné à travers les hauts plafonds de la salle de bal de luxe. Camille, tu es une femme de ménage commune, une honte absolue pour l'avenir de cette famille. Nous avons dit à la famille Vance que tu es morte et si tu oses ruiner le mariage de Thomas avec ta présence de classe inférieure, nous ferons en sorte que tu sois entièrement chassée pour toujours. L'exposition absolue fut immédiate, dévastatrice et spectaculaire. Sophia Vance a laissé échapper un souffle aigu de pur dégoût, retirant instantanément sa bague de fiançailles de son doigt et la jetant directement au visage de Thomas. L'expression de Victor Vance s'est durcie en un masque terrifiant de colère corporative absolue. Il s'est avancé, regardant mon frère et ma mère tremblant avec un mépris total. Victor a annoncé devant toute l'assemblée de la plus haute élite parisienne que le mariage était annulé de façon permanente, avec effet immédiat. De plus, il a déclaré que la fusion corporative massive de plusieurs millions d'euros qui devait injecter des capitaux vitaux dans l'entreprise manufacturière défaillante de ma mère était complètement dissoute et que son équipe juridique déposerait immédiatement des plaintes pour fraude et fausse déclaration contre Thomas. Il a regardé Thomas et a froidement déclaré qu'il était renvoyé de son poste de cadre à la corporation Vance,
dépouillé de ses autorisations de sécurité et mis sur liste noire de façon permanente de toutes les grandes firmes immobilières et financières à travers le pays pour turpitude morale grave. Ma mère s'est effondrée sur une chaise en velours à proximité, agrippant sa poitrine alors que tout son monde, ses décennies d'ascension sociale, sa réputation précieuse et l'avenir financier de sa famille s'évaporaient complètement en rien sous ses yeux. Je me suis tenue droite au centre de cette salle de bal en ruine, regardant les deux personnes qui avaient essayé de m'enterrer vivante, réalisant que le poids froid et absolu de mon honnête vérité venait de broyer complètement leur empire de mensonges. 6 mois se sont écoulés depuis l'implosion historique à l'hôtel Le Bristol, et le paysage de ma vie s'est complètement transformé en un testament d'autonomisation et de résilience. Victor Vance, fidèle à sa parole d'homme qui valorise l'intégrité absolue et l'excellence opérationnelle, a reconnu que les qualités mêmes qui faisaient de moi une directrice des opérations de nettoyage impeccable étaient exactement ce dont son portefeuille immobilier national avait désespérément besoin. Il a personnellement contourné son département RH corporatif et m'a nommée directrice exécutive des installations corporatives et des opérations environnementales pour toute l'entreprise Vance à l'échelle nationale. Je supervise maintenant les opérations de plus de 200 gratte-ciel de luxe à travers l'Europe, commandant un budget de plusieurs millions d'euros et un personnel corporatif de centaines de personnes. Je ne porte plus d'uniforme utilitaire humide. Je porte des costumes d'affaires sur mesure et je m'assois dans les salles de conseil exécutives même que je nettoyais autrefois. Mais je n'ai jamais perdu mon humilité ou ma fierté dans le travail honnête. Mon premier acte corporatif a été de mettre en œuvre un programme corporatif complet qui a considérablement augmenté les salaires, les avantages sociaux de santé et le financement éducatif pour chaque membre du personnel de nettoyage et d'entretien à travers tout l'Empire Vance. Le destin de ma famille biologique sert d'avertissement puissant et impardonnable sur le coût réel du narcissisme toxique et de l'orgueil classiste. Avec la dissolution complète de la fusion corporative Vance et le dépôt immédiat des plaintes pour fausses déclarations, l'entreprise manufacturière en difficulté de ma mère a plongé dans une faillite absolue et irréversible. Leur belle maison de banlieue a été saisie par la banque pour rembourser leurs dettes massives. Aujourd'hui, ma mère Marguerite vit dans un appartement d'une chambre exiguë et sombre à la périphérie éloignée de la ville, complètement abandonnée et ignorée par les clubs sociaux de la haute société et les amis élitistes qu'elle a passé toute sa vie à vénérer. La chute de Thomas fut encore plus sévère. Mis sur liste noire de tout niveau corporatif exécutif à Paris en raison de